Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Polémique consacré à la gestation pour autrui, aussi appelée GPA. En France, cette pratique est interdite par l'article 16-7 du Code civil qui pose le principe de nullité de toute convention de GPA. Pourtant, de nombreux parents d'intention contournent cette interdiction en ayant recours à la GPA à l'étranger dans les pays qui l'autorisent. Une fois l'enfant né, se pose la question de la filiation en droit français. Jusqu'à présent, plusieurs voies juridiques ont permis de reconnaître la filiation de l'enfant. L'exéquatur, l'adoption ou la transcription directe de l'acte de naissance étranger. L'exéquatur joue un rôle important dans ces situations. Elle permet à une juridiction française compétente de donner force exécutoire à une décision étrangère à condition que celle-ci ne soit ni frauduleuse ni contraire à l'ordre public international français. Or, l'ordre public international français se fonde sur une conception traditionnelle de la filiation maternelle qui, elle, repose sur l'accouchement. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision du 14 novembre dernier de la Cour de cassation. En l'espèce, une femme s'était rendue seule au Canada afin de réaliser une GPA. L'enfant, issu à partir de gamètes de donneurs anonymes, n'avait donc pas de lien biologique avec elle. Pour autant, une décision de justice canadienne l'avait déclarée et considérée comme étant la mère légale de l'enfant. De retour en France, la mère d'intention a tenté une procédure en exéquatur afin de donner force exécutoire au jugement canadien. La Cour d'appel française a validé cette décision et reconnu la filiation comme étant équivalente à une adoption plénière. Par la suite, le procureur général s'y est opposé, soulevant une atteinte à l'ordre public international français et un détournement des règles de l'adoption. Saisie de l'affaire, la Cour de cassation a estimé que la reconnaissance du lien de filiation n'était pas contraire à l'ordre public français. Elle s'est appuyée sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui exige des États qu'ils garantissent une identité juridique aux enfants nés de GPA à l'étranger. Par ailleurs, la haute juridiction a rappelé que le droit français reconnaissait déjà des filiations non biologiques, notamment via l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou la reconnaissance volontaire d'un enfant. Cependant, elle a censuré l'assimilation de cette reconnaissance à une adoption plénière, insistant sur la nécessité de distinguer la filiation d'intention et l'adoption en droit français. Cette décision marque un tournant important dans l'approche de la GPA en France. Désormais, une mère d'intention sans lien biologique peut demander l'exéquatur d'une décision étrangère sans passer au préalable par une procédure d'adoption. La portée de cette décision interroge. Cela va-t-il remettre en question l'interdiction de la GPA en France ? Pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir M. Hugues Fulchiron, conseiller à la Cour de cassation, Mme Anne Caron d'Église, magistrate et avocate générale à la Cour de cassation, ainsi que Maître Morgane Pelletier, avocate associée au sein du cabinet Chauveau-Mulon et Associés. Bonjour Monsieur le conseiller, Madame la magistrate et avocate générale, Maître Pelletier. Merci de vous être rendu disponible pour parler de cet important sujet qu'est la GPA. La première question qu'on avait à vous poser, c'était de savoir si la reconnaissance d'une filiation d'une GPA réalisée à l'étranger était compatible avec l'ordre public international français, notamment au regard du principe d'indisponibilité de l'état des personnes et l'interdiction de la GPA en droit interne. Bien, merci pour cette belle question. Alors effectivement, en fait, le principe est acquis depuis 10 ans. Il est acquis depuis 10 ans à la suite des arrêts Labassé et Bénesson et après l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que pour bien comprendre les choses, il faut se rappeler que c'est la filiation de l'enfant qui est en jeu. La filiation de l'enfant qui constitue un élément de l'identité de cet enfant. L'identité qui est une dimension essentielle, son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si l'on raisonne par rapport à ce droit de l'enfant, est-ce que l'on peut dire que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à la reconnaissance du lien de filiation tel qu'il a été établi à l'étranger? Alors, si on raisonne du côté des parents peut-être, du côté de l'enfant, c'est beaucoup plus difficile de l'admettre. Quant à l'interdiction de la GPA en droit interne, il n'est pas question de remettre en question l'interdit, mais cet enfant, il existe. Et sa filiation a été établie en application d'une loi étrangère qui, dans les affaires qui nous étaient soumises en octobre et en novembre, était une loi d'un pays qui partage notre conception des droits fondamentaux et qui partage aussi notre attachement à la dignité des personnes. Même si
les choix que ces États peuvent faire sur le plan éthique sont différents. Je pense qu'il est important de le rappeler. Nous ne sommes pas dans une hypothèse d'exploitation commerciale de la GPA, comme on peut en trouver dans d'autres pays. Donc, l'enfant existe, sa filiation a été établie en vertu de cette loi étrangère, par un jugement étranger. Il faut donc tenter de trouver un point d'équilibre entre le respect des droits de chacun et le respect, bien sûr, des principes essentiels du droit français. Et c'est ce point d'équilibre que la Cour de cassation a essayé de trouver, donc ces arrêts d'octobre et de novembre, en affirmant, j'insiste bien sur ce point, un contrôle renforcé sur les jugements étrangers établissant une filiation par application de la loi étrangère. On dit parfois sur la base d'un contrat de gestation pour autrui, mais c'est très ambigu comme expression. C'est vraiment la loi étrangère qui prévoit l'établissement de la filiation dans cette hypothèse-là. Donc c'est bien en vertu de la loi étrangère que le juge étranger a constaté l'existence ou affirmé l'existence de liens de filiation. Et donc dans le cas de l'exéquatur, c'est-à-dire la procédure qui permet par un contrôle de régularité, d'intégrer ce jugement étranger et la filiation que ce jugement institue dans notre ordre juridique, eh bien, ce point d'équilibre suppose l'existence d'un contrôle que la Cour de cassation a défini. Alors, un contrôle qu'elle a défini à travers une exigence de motivation, mais on comprend bien qu'à travers l'exigence de motivation, on définit les éléments sur lesquels le juge doit porter son attention. En l'occurrence, selon la Cour de cassation, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le consentement des personnes qui ont participé au projet parental d'autrui, leur identité, et en veillant particulièrement, bien sûr, au consentement de la mère porteuse. J'insiste aussi sur un autre point. Dans le cas du contrôle de régularité, il y a aussi l'ordre public qui peut intervenir, mais en soi, encore une fois, l'ordre public ne s'oppose pas à la reconnaissance de la filiation. Ce serait aller à l'encontre de toute la jurisprudence qui a été construite à partir des arrêts Labassé et Médesson. En soi, ça ne suffit pas, mais on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l'ordre public, parce qu'un principe essentiel du droit français a été violé, s'oppose à la reconnaissance de la filiation, par exemple, s'il y a eu une exploitation commerciale, justement, de la gestation pour autrui. La fraude aussi peut intervenir, c'est le troisième élément du contrôle. Par exemple, lorsque, sous l'apparence d'une gestation pour autrui, c'est la Campanelli Paradiso, pour faire référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, on a habillé un achat d'enfants sous l'apparence d'une gestation pour autrui, ou bien, autre hypothèse, une fausse adoption, qui concernera en fait un enfant qu'on a, entre guillemets, fait naître pour ça, mais qu'on habillerait après sous forme de GPA pour pouvoir plus facilement l'intégrer dans notre système juridique. Donc là, on pourrait également avoir une hypothèse dans laquelle l'ordre public ou la fraude pourrait s'opposer à la reconnaissance de la filiation. Donc effectivement, c'est une position qui est la position qui a été adoptée par la première chambre de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts d'octobre et dans un arrêt du 14 novembre. La particularité de ces situations, de ces pourvois, c'est que contrairement aux affaires de 2014, nous n'étions pas sur des hypothèses dans lesquelles le deuxième parent, le parent d'intention, voulait se voir reconnaître un lien de filiation avec l'enfant issu de la GPA, avec un des parents qui était le parent biologique. Donc c'était vraiment cela la différence dans les différents cas que nous avions, puisque pour les couples d'hommes, il n'était pas possible de savoir si l'un d'eux avait un lien biologique avec l'enfant. Et pour la femme qui a obtenu l'arrêt du 14 novembre dernier, c'est une femme qui n'avait pas accouché de l'enfant et qui n'a aucun lien biologique ou génétique avec l'enfant. Donc les questions posées l'étaient dans le cadre de l'exéquature de décisions étrangères, ce qui était aussi une première, puisqu'auparavant on parlait plutôt de la transcription des actes, et là on est sur l'exéquature de décisions étrangères, qui convoquait l'ensemble des règles du droit international privé, mais qu'il fallait aussi intégrer dans un ensemble de règles juridiques, en particulier pour pouvoir analyser l'ordre public international français, dans toutes ses dimensions. Pour produire effet en France, nous savons qu'une décision étrangère doit satisfaire à plusieurs conditions, dont la condition de fraude, d'absence de fraude, comme il a été indiqué tout à l'heure, dont la condition de respect de l'ordre public international. Et la troisième étant la compétence du juge étranger.
En l'espèce, la question qui était posée était de savoir si la reconnaissance d'une filiation dans un pays étranger qui effectivement est un pays qui organise la GPA, que ce soit le Canada ou que ce soit les États-Unis, pouvait être compatible avec notre ordre public interne. Il n'y a pas de difficulté à dire qu'il faut un contrôle, ça c'est une évidence. Après, ce sont les formes du contrôle, notamment sur le contenu de l'ordre public international et sur le rôle du juge qui était interrogé dans ces pourvois. Ma position n'a pas été celle qu'a finalement adoptée la Chambre. J'ai considéré qu'il fallait nous réinterroger sur ce qu'est l'ordre public international français. L'ordre public international, pour nous, les Français, doit reposer sur le respect de principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme étant d'une valeur internationale absolue. C'est un arrêt très ancien de 1948, donc c'est vraiment le socle sur lequel nous devons réfléchir. J'ai argumenté sur 4 points principaux. Le premier, c'est l'interdit qui demeure en France, d'ordre public de la procréation et de la gestation pour autrui, qui est un interdit assorti de sanctions pénales. J'ai également rappelé que le dispositif français qui crée cet interdit est un dispositif qui est fondé sur les lois de bioéthique. Et c'est très important de l'avoir en tête, puisque le modèle français n'est pas simplement un modèle civiliste, ni un modèle qui se réfère au droit international, c'est aussi un modèle qui essaie de faire un équilibre entre le droit et l'éthique. Et ça n'est pas un hasard si les textes qui nous gouvernent en France sont des textes qui sont issus de lois de bioéthique. Et j'y reviendrai en ce qui concerne en particulier les caractéristiques du don. Deuxième argument, c'est l'indisponibilité de l'état des personnes et le droit de la filiation. L'indisponibilité de l'état des personnes, nous pouvons aujourd'hui admettre que c'est un principe qui a beaucoup évolué. Puisque, par exemple, sur les modifications de sexe et de genre, on peut dire que quand même, nous avons évolué. Donc, il y a une certaine fragilité sur cet argument. Pour autant, est-ce qu'on doit l'exclure lorsqu'on réfléchit aux questions d'établissement de la filiation à l'égard d'un enfant qui a été conçu à l'étranger dans le cadre d'un processus de GPA interdit en France? Troisième argument, j'ai réinterrogé la Chambre sur notre organisation interne du droit de la filiation. Pour l'instant, notre droit interne de la filiation repose sur la division entre la filiation adoptive et la filiation non adoptive. Le législateur, à aucun moment, n'est revenu sur cette distinction. Et pourtant, la question lui a été posée, en particulier à l'occasion de la dernière loi de bioéthique du 2 août 2021, et en particulier à propos de l'AMP pour les couples de femmes. Et ce n'est que par exception que le législateur a autorisé que un couple de femmes dans lequel l'une avait accouché, et je crois qu'il faut bien aussi avoir cela en tête, l'une avait accouché mais l'autre n'avait pas accouché, elle pouvait, cette deuxième femme, être reconnue également comme la mère de l'enfant, par voie d'exception. Pour autant, le droit français organise les règles d'établissement de la filiation selon cette division filiation adoptive, filiation non adoptive, et considère qu'il faut toujours qu'on s'insère à l'intérieur de règles sur la contestation et l'établissement de la filiation, mais aussi sur le rattachement toujours au principe que c'est la mère qui accouche qui est la première à établir le lien de filiation avec l'enfant. Donc on ne peut pas dire que nous ne sommes pas attachés à l'existence d'un lien biologique, au moins sur l'origine de l'enfant au regard de l'accouchement. Puis le dernier point sur lequel j'avais également insisté, c'est la question des engagements internationaux de la France, puisque nous avons des engagements internationaux, notamment en matière d'adoption internationale. Et quand je vous disais qu'il fallait, à mon sens, voir l'ensemble des difficultés, nous avons un rapport interministériel sur les processus d'adoption illicite en France. Et ce rapport interministériel a montré combien la GPA à l'étranger était un moyen de contourner les règles de l'adoption. Donc c'était une vraie difficulté. Et selon moi, cela constitue un ensemble de principes pris dans leur ensemble qui avaient, pour l'instant, été considérés comme suffisamment impérieux, suffisamment essentiels pour qu'à aucun moment le législateur ne soit revenu sur ces règles. Et ma position était de dire, et de poser la question à la Chambre, est-ce que c'est à la Chambre, qui n'est pas le législateur,
d'aller aussi loin que le demandait l'avocat, en particulier de la femme qui avait demandé à ce qu'on reconnaisse son lien de filiation avec un enfant dont elle n'avait pas accouché. Donc dans ce contexte, sans ignorer aussi, et il m'appartenait en tant qu'avocat général, donc parquet général, de rappeler que nous sommes dans un contexte de trafic qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas être à ce point naïf que de penser qu'il n'existe pas des enjeux financiers extrêmement importants. Et ils sont d'autant moins importants qu'ils deviennent très sophistiqués. Ils vont de la commande de l'enfant jusqu'à la décision finale obtenue par une juridiction qui permet de reconnaître la filiation d'un enfant, ce qui évidemment pose difficulté parce qu'ensuite on vient demander l'exéquature de la décision. Donc c'est au bénéfice de l'ensemble de ces éléments que j'ai invité la Cour à être rigoureuse dans sa position. Ça n'est pas la position qu'elle a prise. Cet arrêt de la Cour de cassation, effectivement, il y a l'avancée de l'ordre public de fond qui est remarquable, en tout cas pour aujourd'hui principalement mes clients, par exemple. Mais sur l'ordre public procédural, effectivement, il y a aujourd'hui pour le juge de l'exéquature une exigence de motivation qui a été clairement renforcée. Et du coup, en pratique, comment ça se passe? Il y a un vrai travail d'équipe entre les avocats étrangers et les avocats français qui vont insérer en réalité dans les pré-birth et les post-birth orders toutes les nouvelles conditions de la Cour de cassation. C'est-à-dire que nous, dès que nous avons reçu les arrêts, nous avons écrit à tous nos confrères étrangers en disant voilà ce qu'on souhaite dans les nouveaux pré-birth et post-birth orders. Donc, les conditions qu'a rappelé également M. Foucheron tout à l'heure, donc l'identité des personnes, la renonciation aux droits parentaux de la femme porteuse, etc. Et donc, en fait, ces nouvelles exigences donnent juste plus de travail aux avocats, puisque, en réalité, on va construire le dossier pour faire en sorte que la décision étrangère puisse être exéquaturée ensuite en France. Et donc, de ce point de vue pratique, même si j'entends les craintes et tout ce qui a été dit précédemment, ces conditions, à mon sens, n'éviteront de toute façon pas les craintes de risque de vulnérabilité des parties et le danger inhérent à ces pratiques, qui est cité d'ailleurs dans les arrêts de la Cour de cassation. Donc, c'est peut-être un cadre, ces exigences, qui permettraient de rassurer les juridictions, la France, l'ordre public international français, mais qui n'est pas adapté, à mon sens, aux couples ou aux personnes seules qui pratiquent la GPA, parce qu'en réalité, pour eux, ça va engendrer plus de frais. Petit point également, parce que c'est important de le rappeler, pour faire une GPA, il faut compter pour les États-Unis environ 150 000 à 200 000 euros. Par exemple, au Mexique, aujourd'hui, le processus de GPA, c'est moins de 100 000 euros. Donc, évidemment, dans un souci d'économie, les gens vont de plus en plus en Amérique du Sud. La question est ouverte. Nous n'avons pas encore de décision sur ce point, mais il a été cité aujourd'hui l'arrêt du 14 novembre qui portait avec une décision canadienne. Quid d'une décision mexicaine? J'ai pas mal de dossiers aujourd'hui d'Amérique du Sud, mais notamment avec le Mexique. Avec ces nouvelles exigences de la Cour de cassation, comment les juridictions vont accueillir cette décision étrangère dans l'ordre public, dans l'ordre judiciaire français, avec justement ces pays d'Amérique du Sud, et quid de savoir si l'intérêt de l'enfant primera alors sur l'ordre public procédural. Alors pour cette deuxième question, nous aimerions vous demander comment expliquez-vous la solution de la Cour de cassation selon laquelle la reconnaissance de la filiation issue d'une GPA à l'étranger ne constitue pas une fraude à la loi française? Alors je ne peux pas, moi, en tant qu'avocat général, expliquer la décision de la Cour. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la question de la fraude en tant que telle n'a pas véritablement émergé des débats. Sauf pour être rejeté sur les effets du jugement étranger ou des jugements étrangers au regard de l'adoption plénière. C'était tout de même cet aspect qui était dans les débats. En droit international privé, on sait que pour qu'il y ait une fraude, il faut avoir modifié le point de rattachement artificiellement pour obtenir une décision favorable. La question qu'on pourrait se poser, mais elle n'a pas émergé des débats, c'est de savoir s'il y a pu y avoir une interposition d'un jugement étranger pour pouvoir obtenir en France, par ce jugement, une solution qu'on n'aurait pas pu obtenir en droit français. Ça aurait pu être celle-là, mais la question n'a pas été posée. Et donc la question a tourné autour de l'ordre public international, on l'a évoqué tout à l'heure, et de la question de l'intérêt de l'enfant sur laquelle on pourra revenir, puisque nous avons évidemment un désaccord sur ce qui a pu être dit précédemment par mes deux voisins et ce que moi-même j'ai soutenu au regard de l'intérêt de l'enfant et en particulier de l'accès à ses origines. C'est difficile de raisonner en termes de fraude. Et puis,
là aussi, si on se replace par rapport aux droits de l'enfant, je dis bien aux droits de l'enfant, pas à l'intérêt de l'enfant, sur lequel on reviendra éventuellement tout à l'heure, mais par rapport aux droits de l'enfant, qui me semble quand même la base la plus solide. L'intérêt de l'enfant, on peut dire beaucoup de choses, les droits de l'enfant. Donc si on raisonne par rapport aux droits de l'enfant, est-ce qu'on peut dire que le fait pour ses parents d'aller à l'étranger pour lui donner naissance à un enfant constitue une fraude qui interdirait que la filiation de l'enfant, élément de son droit au respect de son identité, ne soit pas reconnue en France. Donc c'est déjà, en raisonnant en termes de fraude, ça me semble assez difficile quand on arrête de raisonner uniquement par rapport aux parents et qu'on raisonne par rapport à l'enfant et à ses droits. D'autre part, la sanction de la fraude est une sanction redoutable, puisque la fraude prive radicalement des faits la situation que l'on est allé créer donc à l'étranger, etc. Or, il y a les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme et de notre jurisprudence, de la Cour de cassation à respecter. À savoir que si la filiation correspond à la réalité biologique, c'est le minimum. Eh bien, elle doit être reconnue. Et la Cour européenne des droits de l'homme attend aussi que, lorsque la situation s'est concrétisée, la filiation du parent d'intention soit également reconnue. Donc, comment réussir à combiner ces exigences avec un instrument aussi redoutable que la fraude, qui conduit à écarter, à refuser de laisser produire tout effet à la situation telle qu'elle a été créée à l'étranger. Cela dit, la fraude, je l'ai rappelé tout à l'heure, peut quand même intervenir, mais pas en tant que processus de GPA en lui-même. Lorsque ce processus est vicié, par exemple, lorsque on fait passer pour une gestation pour autrui, ce qui est en fait, je le disais tout à l'heure, un achat d'enfant, ou bien lorsque on procède à une adoption, en réalité, mais qu'on masque sous l'apparence d'une GPA. C'est l'hypothèse qui est évoquée par le rapport, la mission interministérielle, voilà, qui évoque cette hypothèse. Qui peut exister effectivement. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'exemples à avancer, mais c'est une hypothèse qui n'est pas à négliger. De mon côté, alors encore une fois sous un angle pratique, hein, parce que c'est mon métier, les parents que j'ai pu rencontrer, ils ne cherchent pas à éluder la loi française. Ils cherchent à réaliser un rêve, un projet parental, et ce projet parental, donc avec un enfant, où il est établi un lien de filiation, et notamment biologique, et dans un pays où la GPA est légale. En réalité, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, la question de l'adoption n'a pas été posée. Aussi parce que c'est une autre démarche, elle est aussi très compliquée, et encore une fois, éventuellement, il y a aussi cette biologie qui rentre en compte pour eux dans ce rêve qu'ils ont d'avoir un enfant. Et la GPA est une possibilité qui leur est offerte dans un pays étranger dont ils se saisissent sur place avec un cadre légal étranger qui est reconnu, valable dans ce pays. Donc, à mon sens, et évidemment, la règle française n'est pas artificiellement détournée, car derrière, encore une fois, il y a ce projet parental avec une femme porteuse dans un cadre réglementé, dans un État qui autorise la GPA, et ce qui fait qu'en réalité, les parents intègrent pleinement cet ordre juridique étranger. Et en réalité, ça donne ensuite une situation qui est très concrète. L'enfant est là, il est né, et la filiation est reconnue et est établie dans ce pays étranger. Reste à savoir ensuite comment la France l'accueille. Et enfin, pour cette troisième question, nous avons constaté que la jurisprudence récente de la Cour de cassation semble favoriser la reconnaissance des filiations établies à l'étranger en cas de GPA. Pensez-vous donc que l'établissement de la filiation entraînera à plus ou moins long terme la consécration de la GPA ? Alors, je ne suis pas le législateur. Donc, à mon niveau, je ne sais pas. Je peux pas répondre à votre question. En revanche, ce que je peux dire, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il est nécessaire que le processus de GPA soit prévu et encadré en France. Cette situation, elle existe. Nous le savons. Et donc, mettre cette situation sous le tapis en nous cachant derrière l'ordre public international français ne résoudra rien. Nous le voyons, il y a une évolution de la société, il y a une évolution de la jurisprudence, ce qui fait que notre ordre public international tend à s'adapter et à s'ouvrir. Juste pour vous donner un exemple, j'ai regardé, il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de couples qui partent à l'étranger faire une GPA, mais on le sait, ce qui est certain, c'est qu'il y en a
plusieurs centaines quand même chaque année. Et par exemple, en 2019, pour cette année-là, le consulat de France à Los Angeles a enregistré 208 naissances par GPA dans l'État de Californie, qui est quand même, on le sait, un énorme État. Donc 208 naissances par des parents français. Donc, à mon sens, ignorer cette situation ne résoudra rien. Poser de nouvelles conditions à cette exéquature non plus, parce que nous, avocats, et c'est mon métier aussi, de trouver une solution en réalité pour les clients et faire en sorte que leur projet parental soit pleinement accompli et concrétisé. Et ça passe par cette reconnaissance en France. Donc, nous, notre métier, c'est de trouver une solution pour eux et on la trouvera. J'ai entendu mettre la demande de la plupart de vos clients qui est d'essayer toujours d'avoir ce projet, ce rêve au regard de la biologie. Et donc oui, il y a une question au regard de la biologie. Dans nos affaires, octobre et novembre, je le rappelle, il n'y avait aucun moyen d'établir qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de lien biologique entre les parents d'intention, les personnes qui avaient l'intention d'avoir un enfant, et l'enfant. Ce qui est un vrai sujet. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de lien, et où par ailleurs, il existe des contrats dont tout de même, vous avez rappelé les coûts, c'est pas moi qui l'ai fait, vous l'avez rappelé, ce sont des coûts extrêmement importants, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros ou de dollars, américains ou canadiens, nous avons un sujet. Ça veut dire que ce sont certaines catégories de personnes qui recourent au financement de ce rêve dans des conditions qui nous interrogent, aussi bien au regard de nos principes français, européens, internationaux. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas éluder le débat et dire les adultes peuvent réaliser leurs rêves et puis finalement, l'enfant est là. Donc, on va faire ce qu'il y a à faire pour que on ferme totalement la discussion. C'est le sujet de fond. Et c'est le sujet de fond qui est en particulier débattu dans les lois de bioéthique. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme élément tangible? On a effectivement un projet de code de droit international privé. Nous avons aussi des discussions qui sont généralement très longues à la conférence de La Haye. Nous avons une proposition de règlement de la Commission européenne de 2022. Mais dans tous ces cas, il est toujours reconnu une marge d'appréciation des États au regard de son ordre public. Donc on ne peut pas dire que c'est rien l'ordre public, parce que cela touche à un certain nombre de principes fondamentaux. La Cour européenne des droits de l'homme est en train de reconnaître petit à petit un véritable droit de l'enfant à se voir reconnaître une vie privée et familiale distincte de celle des adultes. Et dans cette vie privée et familiale, il est extrêmement important de reconnaître le droit de l'enfant à avoir établi son identité, en particulier en connaissant ses origines. Donc là, sans doute, il y a un élément de discussion pour une évolution, pour une discussion en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce que veulent les gens qui font un rêve, c'est avoir un enfant dont on dit que c'est leur enfant, qu'il est né d'eux-mêmes. Et c'est exactement le cas de cette femme qui a fait l'objet de la décision de la fin de l'année, du mois de novembre, du 14 novembre. C'était le cas aussi pour les couples d'hommes, où personne ne voulait dire si quelqu'un avait donné son sperme. Ce qui veut dire en creux qu'on peut se dire, mais peut-être qu'aucun des deux. Et si aucun des deux, et si la femme elle-même n'a pas de lien biologique, ça s'appelle comment? C'est un contrat marchand. C'est un contrat dans lequel on a été faire fabriquer un enfant. Ce qui pose un vrai problème. Donc je ne suis pas en train de donner des jugements moraux, je suis en train de dire qu'il y a un problème. Et donc à partir de là, ne pas se poser la question des droits de l'enfant, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que l'enfant doit, dans la mesure du possible, être élevé par ses parents, et il a le droit de connaître les conditions dans lesquelles il a été conçu. Alors, ce sont effectivement de bonnes questions, de vraies questions, questions que s'est posée la Cour de cassation, sans leur travail au secret des délibérés, lorsque nous avons été amenés à statuer sur ces affaires. Donc, première remarque quand même par rapport à la question, non, la Cour de cassation ne favorise pas la reconnaissance des filiations des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger. En tout cas, ce n'est pas l'objectif qui est poursuivi. L'objectif, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement admettre que cette filiation va pouvoir intégrer l'ordre juridique français dès lors que certaines conditions sont réunies. Et j'insiste bien, la Cour de cassation a, vous l'avez dit d'ailleurs, renforcé le contrôle sur les jugements étrangers à travers la série d'exigences qu'elle a posées dans ses arrêts. Une fois qu'on a dit ça,
On a effectivement le débat sur l'avenir de la GPA en droit français, en droit interne, mais pour en rester à cette jurisprudence de la Cour de cassation, quelle autre solution? Quelle autre solution? L'adoption. Mais enfin, croit-on vraiment, sérieusement, que lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint, qui va être prononcée des années après la naissance de l'enfant, le juge de l'adoption, qui statue en regard de l'intérêt de l'enfant, va dire non, c'est pas l'intérêt de l'enfant, parce que je ne pense pas que ce soit à ce stade-là, si vraiment on est favorable à un contrôle renforcé, je ne pense pas que ce soit à ce stade-là qu'on puisse imaginer que le contrôle renforcé se fasse. Encore une fois, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint, avec des conditions extrêmement souples qui sont pour ce type d'adoption. Bon. Et en plus, on aura toujours, au bout de certaines années, l'article 8 qui va intervenir parce que on aura effectivement un problème de respect, pour le coup, de la vie privée et familiale. Et je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, certes, a une jurisprudence très nuancée, au cas par cas, mais la ligne générale, c'est quand même, lorsque la situation s'est concrétisée, eh bien, la filiation de l'enfant, au nom du droit de l'enfant au respect de son identité, doit être à un moment ou à un autre, reconnue dans le système juridique d'accueil. J'ajouterais deux choses. La première chose, certes, il y a un vrai problème au regard du droit de l'enfant au respect de son identité. Mais je ne pense pas que c'est en refusant de la filiation de l'enfant qu'on va respecter mieux le droit de l'enfant au respect de son identité. Première chose. Deuxième chose, il y a effectivement des travaux qui sont réalisés à la fois au niveau interne avec le projet de code de droit international privé, au niveau européen avec la proposition de règlement filiation, et au niveau international avec les travaux réalisés à la conférence de droit international privé de La Haye. Mais je ferai observer que tous ces travaux tendent bien justement à fixer un cadre. Un cadre pourquoi? Un cadre pour la reconnaissance de ces filiations. Alors certes, on laisse une place à l'ordre public, mais si on admettait que l'ordre public en soi s'oppose à la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA, on n'aurait pas fait une proposition de règlement filiation, on n'aurait pas fait de travaux à La Haye. Donc on voit bien que c'est un problème général qui dépasse le cadre français, mais qui bien sûr doit être réglé en interne au regard des grands principes du droit français. Merci à tous de vous être rendus disponibles et de nous avoir entretenus de ce sujet si important.